Tu entres dans une pièce, personne ne dit rien, mais immédiatement, tu sens qu'il se passe quelque chose. Une tension, un malaise, tu ne saurais peut-être même pas expliquer pourquoi, mais tu sens que quelque chose ne va pas. Peut-être aussi que le bruit t'épuise, que l'injustice te touche profondément, qu'une petite phrase anodine peut te faire cogiter pendant des heures, ou alors que certaines musiques ou pensées provoquent chez toi des émotions incroyables. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a déjà dit « Mais tu es trop sensible ». Est-ce qu'on peut vraiment être trop sensible? Et surtout, qu'est-ce que la science dit réellement de ce qu'on appelle l'hypersensibilité? Dans cette vidéo, tu vas voir que derrière ce mot devenu extrêmement populaire, la réalité scientifique est très intéressante et surtout beaucoup plus nuancée. Et reste bien avec nous parce que je vais aussi te partager 4 étapes super utiles pour gérer ta sensibilité. Commençons par clarifier quelque chose. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est pas non plus un trouble psychiatrique. Tu ne trouveras pas de diagnostic hypersensible dans les grandes classifications médicales et aucun professionnel de la médecine ne posera un diagnostic médical d'hypersensibilité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une lubie qui a été inventée pour nourrir les réseaux sociaux. En psychologie, les chercheurs étudient depuis plusieurs décennies un concept appelé SPS, pour Sensory Processing Sensitivity. En français, on pourrait traduire ça par sensibilité au traitement sensoriel. En 1997, les psychologues Helen et Arthur Aron ont publié une série d'études dans lesquelles ils ont notamment développé une échelle de mesure dont l'idée proposée est relativement simple. Nous ne serions pas tous sensibles de la même manière aux informations et aux stimulations provenant de notre environnement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'une personne hypersensible entend mieux, qu'elle voit mieux ou qu'elle possède une sorte de sixième sens lui permettant de lire dans les pensées des autres. Désolé, parce que ça serait quand même plutôt pratique. Le sujet semble surtout concerner la manière dont certaines informations sont perçues, intégrées et traitées. Et ça, c'est très différent. Certaines études en neuroimagerie sur la sensibilité au traitement sensoriel suggèrent des différences d'activation de régions impliquées dans l'attention, l'intégration sensorielle et le traitement socio-émotionnel, comme l'amygdale ou le cortex insulaire lors de stimuli émotionnels. Ainsi, ça pourrait contribuer à une expérience plus intense ou plus fine de certains signaux. Donc, ce n'est ni un mythe ni une exagération, l'hypersensibilité est un profil reconnu avec des caractéristiques observables et mesurables dans des recherches. On reconnaît souvent une personne hypersensible par sa réactivité émotionnelle marquée, sa tendance à se sentir submergé par les stimuli tels que les bruits, les odeurs, les émotions d'autrui, ses propres émotions et une profonde empathie. L'important d'un point de vue scientifique est de comprendre que la sensibilité n'est pas un interrupteur on-off. En réalité, c'est plutôt un curseur. Nous sommes tous sensibles à notre environnement, mais pas au même degré. Chez certains, le curseur est relativement bas, chez d'autres, il est au milieu, et chez d'autres encore, il est beaucoup plus élevé, et ce trait, bien que validé par des études, n'est pas une pathologie, mais un trait de personnalité. Et comme tout trait de personnalité, on peut apprendre à le moduler, mais bien sûr, il disparaît jamais complètement. Donc inutile de dire à une personne « t'es trop sensible, elle est comme elle est, et elle n'y peut rien ». Donc à part la faire culpabiliser, cela n'y changera rien. On va voir tout à l'heure les étapes pour mieux gérer ta sensibilité, mais juste avant, on va parler des 7 études grâce auxquelles les psychologues Helen et Arthur Aron ont permis d'identifier un trait mesurable dans l'hypersensibilité. L'idée en fait, c'est pas que la personne possède de meilleurs sens, mais qu'elle semble être plus sensible à certaines stimulations et avoir tendance à traiter plus profondément les informations qu'elle reçoit. Et surtout, les chercheurs montrent que ce phénomène ne se résume pas simplement au fait d'être introverti ou émotif. À titre d'exemple, il a été relevé qu'une personne hypersensible observe des détails que d'autres personnes remarquent moins, que le bruit, l'agitation ou l'accumulation de stimuli peuvent facilement devenir envahissants, que la personne a tendance à réfléchir davantage aux expériences qu'elle vit, que les événements peuvent provoquer une réponse émotionnelle plus marquée chez les personnes hypersensibles, ou encore qu'une forte stimulation peut conduire rapidement à la saturation ou à la fatigue. Imagine que tu es dans une réunion, une personne parle, 2 collègues discutent discrètement à côté de toi, quelqu'un tape avec son stylo sur la table, ton téléphone vient de vibrer, la lumière est un peu agressive et tu as remarqué que ton responsable semble particulièrement tendu aujourd'hui. Au début,
tout va bien, puis progressivement, tu sens que tu n'arrives plus à réfléchir, tu as besoin de sortir, de silence, de calme, alors que ton collègue, lui, il sort de la réunion comme si de rien n'était. Il a également parfois évoqué que les personnes hypersensibles sont plus sensibles au rejet. Mais ça n'a pas été démontré scientifiquement. L'hypersensibilité et la sensibilité au rejet sont deux choses bien distinctes. En revanche, parce qu'elle peut traiter plus profondément certaines informations sociales et émotionnelles, on peut faire l'hypothèse que chez certaines personnes hypersensibles, une situation de rejet sera vécue et analysée plus intensément. Ça permet notamment d'expliquer pourquoi certaines personnes peuvent passer plusieurs heures à analyser une phrase que quelqu'un a prononcée en quelques secondes. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement quelque chose de négatif. Ça peut aussi être écouter une musique et ressentir un frisson incroyable. Être profondément touché par un paysage, par une œuvre d'art, par quelques mots ou simplement par une petite attention qui semblerait banale à quelqu'un d'autre. À titre personnel, je sais que chaque fois que je suis face à une situation qui montre la fierté d'un parent pour son enfant, ça me tire les larmes instantanément. Mets-moi en commentaire ce qui te touche le plus toi. Dans la vie quotidienne, l'hypersensibilité peut engendrer une fatigue. Ça peut aussi générer des difficultés à gérer des critiques ou des conflits parce que les émotions sont ressenties de manière intense. Les hypersensibles peuvent aussi se sentir incompris ou isolés lorsqu'ils réagissent fortement à des situations que d'autres perçoivent comme anodines. Par exemple, une critique au travail peut être vécue comme une remise en question profonde. Du coup, ça peut amener à des tendances à l'évitement ou une difficulté à s'affirmer dans des contextes relationnels complexes. Si tu veux comparer une personne hypersensible à une personne moins sensible, c'est comme deux ordinateurs identiques, mais l'un va absorber 10 informations à la fois, tandis que l'autre en assimilera 30. Attention! Je suis absolument pas en train de te dire que la science a démontré que le cerveau d'une personne hypersensible traite 3 fois plus d'informations. Ce n'est pas le cas. Mais cette image te permet de comprendre une idée. Si ton système accorde davantage d'attention à certains signaux, s'il détecte davantage de subtilité ou s'il traite plus profondément certaines informations, il est assez logique qu'à un moment, il puisse atteindre plus rapidement la saturation et tu n'arrives plus à réfléchir. Pour mieux identifier ta sensibilité et la gérer avec les étapes qu'on va voir ensemble, il faut d'abord qu'on parle d'un concept essentiel. En 2018, une étude particulièrement intéressante de Francesca Leonetti a proposé une autre manière de comprendre l'hypersensibilité en analysant les scores de sensibilité de près de 1000 personnes. Et ce qui est incroyable, c'est que les résultats suggèrent l'existence de 3 groupes. Environ 29% des participants présentent une sensibilité relativement faible que les chercheurs surnomment les pissenlits. Pourquoi? Parce que quelles que soient les conditions, un pissenlit s'adapte bien et il pousse. Environ 40% présentent une sensibilité moyenne, ce sont les tulipes. Elles arrivent à s'adapter relativement bien. Et environ 31% présentent une sensibilité élevée. C'est ceux qu'on appelle les orchidées. Et j'adore cette métaphore des fleurs parce qu'une orchidée, c'est vraiment différent. Mets-la dans de mauvaises conditions et elle peut rapidement dépérir. Au contraire, donne-lui la bonne lumière, la bonne température et la bonne humidité, prends soin de son environnement et cela devient une fleur spectaculaire et hors norme. C'est peut-être en ça que nous faisons une énorme erreur avec certaines personnes hypersensibles. Pourquoi? Parce qu'on regarde leur réaction à un environnement qui ne leur convient pas et on en conclut qu'elles sont fragiles. Alors que la véritable question pourrait être à quel point cette personne est-elle sensible à son environnement? Parce que si certaines personnes sont davantage affectées par les environnements négatifs, elles sont également particulièrement stimulées par les environnements positifs. Les ados hypersensibles traversent souvent une période de galère qui peut même parfois commencer à l'école primaire. En effet, leurs émotions exacerbées et encore peu familières les emmènent dans des montagnes russes de joie et de tristesse. Quand ils sont appréciés, c'est le nirvana, et lorsqu'ils sont rejetés, c'est la chute aux enfers. Alors, pour compenser, ils en font encore plus, accentuant ainsi leur décalage avec les autres jeunes de leur âge et rebolotent descente aux enfers. C'est une spirale infernale dans laquelle il est essentiel de les accompagner. Imagine un adolescent ou une adolescente de 14 ans. Au collège, quelques camarades commencent à lui faire des remarques. Rien de spectaculaire, une petite phrase, un rire, un regard, un geste. Puis un jour, quelqu'un lui dit « T'es bizarre toi ». Pour certains adolescents, ce moment sera désagréable, peut-être même blessant, puis la journée continuera. Mais l'hypersensible rentre à la maison et la phrase est toujours là « T'es bizarre ». Il ou elle repense au regard, au rire et analyse. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Est-ce que les autres pensent la même chose? Est-ce que je suis vraiment différent? Est-ce qu'ils parlent de moi quand je suis pas là? Et peut-être que ses parents vont remarquer que quelque chose ne va pas, alors ils vont lui demander ce qui se passe. Et lorsque l'ado va raconter l'histoire, ils vont lui dire « Bah, laisse tomber, tu t'en fiches de ce qu'ils pensent, faut arrêter de prendre les choses autant à cœur. » Et tout ça avec les meilleures intentions du monde. Sauf que l'ado, lui,
Ils s'en fichent pas, ça prend toute la place et intensément. En fait, c'est un peu comme dire à quelqu'un « arrête d'avoir froid ». Mais maintenant, imagine un professeur qui remarque cet ado. Il voit chez lui ou chez elle sa créativité, sa manière de réfléchir, sa capacité à percevoir certaines choses. Et un jour, à la fin du cours, il lui dit simplement « Tu sais, t'as vraiment une manière intéressante et originale de voir les choses ». Pour le professeur, c'est peut-être une phrase de 10 secondes, mais pour cet ado, cette phrase peut rester pendant des années. Énormément de personnes hypersensibles qui ont réussi dans la vie en réalisant leurs rêves, alors que de nombreuses personnes leur disaient que c'était impossible, évoquent un professeur, un proche, un responsable, un coach qui leur a dit un jour une phrase anodine, mais qui résonne encore en eux aujourd'hui. Et c'est là que la métaphore de l'orchidée prend tout son sens. La personne très sensible peut aussi être particulièrement réceptive à certains environnements positifs, à une relation sécurisante, à un accompagnement adapté, à une parole encourageante. C'est ce qu'on appelle la vintage sensitivity, la sensibilité aux influences positives. Bon, et vivre avec une personne hypersensible, ça donne quoi? Alors les proches peuvent parfois se heurter à des incompréhensions parce que les réactions des hypersensibles peuvent paraître parfois disproportionnées ou imprévisibles. Du coup, pour la personne qui vit avec, il peut y avoir un besoin accru d'adaptation, comme par exemple apprendre à éviter les stimuli excessifs ou à offrir des temps de récupération. Et la communication peut être plus délicate lorsqu'une remarque anodine peut blesser profondément. Imaginons un conjoint non hypersensible qui dirait « Tu pourrais quand même ranger tes affaires ». Cette personne a transmis une demande toute simple à l'autre, à savoir de ranger ses affaires. Mais la personne hypersensible, elle, a peut-être perçu quelque chose comme quoi elle l'agace, elle fait toujours tout faux, ou elle est jamais assez bien, ou encore qu'elle le déçoit. Et là, attention, nuance extrêmement importante. Ça n'est pas une définition de l'hypersensibilité. Une personne très sensible n'interprète pas forcément tout négativement. Il peut y avoir d'autres éléments comme l'histoire personnelle, l'estime de soi, l'anxiété ou les expériences relationnelles précédentes. Et oui, parce qu'il faut distinguer deux choses, ce que tu perçois et ce que tu interprètes. Son ton de voix a changé, c'est une perception. Il est en colère contre moi, c'est une interprétation. Il ne m'aime plus, c'est une conclusion. Et il va me quitter, c'est une anticipation. Et ton cerveau peut passer de la première étape à la quatrième en quelques secondes. C'est pour ça que l'un des apprentissages les plus importants pour une personne très sensible peut être d'apprendre à distinguer ce que je ressens de ce que j'observe factuellement. Comme dirait David Laroche, les histoires et les faits. Parce que si ton émotion est bien réelle, ton interprétation n'est pas forcément la réalité. Mais vivre avec une personne hypersensible, ça peut aussi enrichir la relation. Leur empathie, leur profondeur émotionnelle favorisent souvent des liens authentiques, une grande écoute et une attention fine aux besoins de l'autre. En somme, ça demande de part et d'autre des ajustements, mais ça peut aussi renforcer la qualité des échanges. Je prends un court instant pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et ça c'est génial, un grand merci. Ce qui est surprenant par contre, c'est que vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors je te propose de t'abonner en cliquant sur le petit icône en bas à droite de l'image, une action simple et rapide de ta part qui a énormément d'importance pour moi parce qu'elle permet à cette chaîne d'être vue par plus de monde et de continuer à faire des contenus de qualité. Merci pour ton soutien et c'est reparti. Juste avant de voir les étapes pour gérer ta sensibilité, parlons des avantages d'être hypersensible. Au quotidien, une personne hypersensible a souvent une perception fine des détails. Elle a une intuition développée et une grande capacité d'écoute. Et ça, c'est aussi une force. Par contre, quand les gens te disent que c'est un super pouvoir, faut pas déconner non plus. Les hypersensibles ressentent avec intensité la beauté des arts, de la nature ou des relations humaines. Cette empathie naturelle leur permet de tisser des liens profonds et surtout authentiques. Ce qui peut parfois amener aussi à des déceptions, notamment lorsque l'authenticité n'est pas réciproque. Malheureusement, ça prend du temps à digérer, tout en donnant de l'expérience sur le ressenti de la sincérité de l'autre. Sur le plan créatif, les hypersensibles sont souvent inventifs et intuitifs, excellents dans des activités artistiques ou des professions où l'écoute et la compréhension humaine sont essentielles. Leur capacité à percevoir des nuances peut aussi aider à anticiper des besoins ou des problèmes, ce qui en fait des soutiens précieux, attentifs et profondément humains. Et oui, pour nous les hypersensibles, notre chemin de vie où une simple gifle de la vie est perçue comme un coup de massue dans la tête nous pousse à apprendre vite et fort sur les relations humaines, la perception des autres et les stratégies de régulation émotionnelle. Et au final, avec le temps et l'expérience, être hypersensible, ça devient un véritable atout dans la vie de tous les jours. On remarque des nuances que d'autres ne voient pas, on peut aussi être attentif à des changements subtils, être profondément touché par certaines expériences telles qu'une musique, une œuvre, une rencontre, un paysage, une conversation. Certaines personnes
personnes hypersensibles décrivent également une vie intérieure particulièrement riche. Mais là encore, attention aux clichés. Tous les hypersensibles ne sont pas des artistes incroyablement créatifs, capables de ressentir l'âme des gens en regardant les yeux pendant 3 secondes. Il faut arrêter de transformer les traits psychologiques en super pouvoirs. Être très sensible ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un de plus empathique, de plus intelligent, de plus créatif ou de plus profond que les autres. En revanche, ta sensibilité peut devenir une ressource à condition de comprendre comment elle fonctionne chez toi et décider d'en faire quelque chose. Mais alors du coup, comment gérer et intégrer son hypersensibilité dans la vie quotidienne? Les voici ces 4 étapes efficaces qui forment l'acronyme RAGE. La première, c'est reconnaître. C'est-à-dire conscientiser et identifier. Plusieurs fois par jour, prends le temps de faire ta météo interne. Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens à cet instant? Quelles sont mes pensées? Quel type d'émotion est présente? Et mes comportements, autant intérieurs qu'extérieurs. Est-ce que je suis fatigué ou non? Identifie aussi les stimuli auxquels tu es sensible. Le bruit, les tensions, le monde, ton rythme de vie, les personnes ressources ou au contraire toxiques pour toi. Tout simplement parce que tu peux pas réguler quelque chose que tu ne comprends pas. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de toi auprès desquelles tu recherches en vain de la reconnaissance. Des zones de ta vie où tu mets beaucoup trop d'énergie par rapport aux résultats. Tu peux évidemment pas contrôler tout ton environnement. Mais par contre, tu peux parfois choisir où mettre ton effort. Les personnes que tu fréquentes, la manière dont tu organises ton travail, les environnements dans lesquels tu passes ton temps, la manière dont tu récupères, parce que finalement, peut-être que l'enjeu n'est pas de devenir moins sensible. La deuxième étape, c'est accepter. Tu es hypersensible et c'est ok. C'est un trait de ta personnalité et c'est aussi ce qui te définit. C'est parfois galère, je sais, mais c'est aussi une de tes forces. Peut-être que l'enjeu est d'apprendre à mieux comprendre ta sensibilité. Plus vite tu accepteras que ça fait partie de toi, plus vite tu sauras l'apprivoiser et l'utiliser à bon escient. Comprendre et accepter ton fonctionnement, c'est tout simplement te donner davantage de possibilités d'agir et finalement devenir un peu plus toi-même. La troisième étape consiste à gérer, c'est-à-dire te réguler. Si ta météo ne correspond pas à ce dont tu as besoin sur l'instant, il existe des respirations pour te calmer, recentrer tes pensées ou au contraire te dynamiser. Tu pourras les retrouver dans ma vidéo sur le stress. Au besoin, isole-toi un moment, calme ton rythme, diminue tes sorties sociales. Tu sais quoi? T'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Récupère en ayant un rythme de sommeil régulier et correspondant à tes besoins. Va te balader, fais une activité qui te permet d'évacuer la surcharge. Soit active comme du sport, calme comme de la lecture, ou créative comme de la peinture et du bricolage. C'est pas fuir ni renoncer, c'est simplement récupérer pour être dans de meilleures dispositions. Et finalement, quatrième et dernière étape, et celle-ci tu es très à l'aise pour la réaliser, c'est évaluer. Autrement dit, analyser les situations après coup. Au calme, apprends à questionner tes interprétations. Qu'est-ce que j'ai réellement observé? Est-ce que j'étais dans les faits, il n'a pas encore répondu à mon message, ou est-ce que j'étais dans l'interprétation et les émotions? Il m'en veut peut-être, mais peut-être pas. Identifie aussi les moments ou les environnements dans lesquels tu constates que ta sensibilité devient une difficulté, et aussi ceux dans lesquels tu as remarqué que c'est devenu une force. En faisant ce bilan, tu pourras t'appuyer dessus pour les prochaines fois et réagir plus justement pour gagner en confiance en toi. En conclusion et pour résumer, l'hypersensibilité n'est pas simplement le fait d'être émotif. La recherche parle plutôt d'une sensibilité particulière au traitement des informations et de l'environnement. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais à charge égale, les hypersensibles peuvent atteindre plus rapidement la saturation. Ce n'est pas uniquement l'événement qui produit l'expérience émotionnelle, mais aussi l'attention qu'on lui accorde, le traitement qu'on en fait et l'interprétation qu'on construit autour de lui. Que tu sois pissenlit, tulipe ou orchidée, tu restes une belle personne qui mérite d'être respectée, autant par les autres que par toi-même. D'ailleurs, mets-moi en commentaire quel genre de fleur tu es d'après toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Évidemment, pense à la liker si tu as aimé, partage-la pour faire connaître la chaîne. Et je le rappelle, la meilleure manière de soutenir la chaîne et de suivre mon travail, c'est de t'abonner. C'est très rapide pour toi et très important pour moi parce que ça me permet de continuer à faire des contenus comme celui-ci. Merci d'avance. Et n'oublie pas, toujours aussi important, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Moi, je te dis à bientôt. Ciao!